C'est quand même le dernier débat où vous pouvez à table vous fâcher un repas de dimanche sur le sujet. Vous vous battez plus pour la commune, hein. Vous vous battez plus pour le Front populaire. C'est terminé de se battre pour les rois de France ou Jeanne d'Arc. Ça fait pas un débat à table. Mais alors l'histoire coloniale, vous pouvez encore vous embrouiller le dimanche midi à table en famille. Vous prenez Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils n'auront pas le même point de vue sur l'histoire coloniale, vous vous en doutez. Et donc vous voyez bien c'est encore un marqueur qui fonctionne dans le présent. Pourtant, les indépendances, c'est les années 60. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Puis personne ne se bat comme ça sur les autres grands sujets de l'histoire de France, d'une certaine manière. C'est le dernier tabou français. 33 millions de personnes à l'exposition coloniale de 31, c'est le plus grand. Bien plus que, si vous êtes à fouteux, que la Coupe du Monde de 98. Bien plus que la libération en 45 du pays. C'est l'événement majeur du XXe siècle. 12 744 musées en France, 27 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Dans le pays des musées, ça fait un peu tâche. L'exposition coloniale de 31, c'est Blaise Diagne qui l'inaugure en tant que sous-secrétaire d'État aux colonies. Un homme noir. Waouh, que la France est complexe. Jamais oublier que le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, est né de la défaite de l'Algérie. Ce ne sont pas des petits sujets. La question coloniale deviendra certainement un des territoires de conflit identitaire, l'un des plus violents qui peut exister à travers les jeunes générations. Le soleil ne se couche jamais sur l'empire colonial français. Bonjour, c'est Ahmed, alias Jugurtha au micro. Vous écoutez le 21, le podcast du club 21e siècle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Blanchard pour le premier épisode de ce podcast. Pascal Blanchard, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, un des historiens français les plus reconnus sur les questions coloniales et postcoloniales, chercheur au crime à Lausanne et co-directeur du groupe de recherche HAC. Vous avez consacré votre carrière à explorer l'impact profond de la colonisation sur notre société contemporaine, auteur de nombreux ouvrages devenus références comme La France noire, La fracture coloniale ou encore Les guerres de mémoire, et notamment votre dernier ouvrage, François Mitterrand, le dernier empereur. Vous vous êtes particulièrement intéressé aux représentations coloniales et à leur persistance dans notre imaginaire collectif. À travers vos livres, documentaires et expositions, vous interrogez notre rapport au passé colonial et son influence sur les débats actuels autour de l'identité nationale, bien sûr l'immigration et bien entendu l'intégration. C'est donc avec un grand honneur qu'on vous accueille aujourd'hui pour décrypter avec nous cette question brûlante. Passé colonial, carburant politique, pourquoi la réconciliation tarde à venir? Pour commencer, j'aimerais juste poser le décor. Et pour cela, j'aimerais commencer notre conversation par un parallèle historique frappant. En 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans, faisant basculer de facto les principales routes commerciales de l'époque sous contrôle musulman. Cette pression extraordinaire poussa 39 ans plus tard la couronne d'Espagne à financer un certain Christophe Colomb, afin qu'il trouve de nouvelles routes commerciales, et 81 ans plus tard, la France a envoyé Jacques Cartier remonter le Saint-Laurent. L'effet papillon a fait que ces petites expéditions ont engendré un basculement géopolitique majeur et ont posé les premières pierres de 5 siècles de domination occidentale sur le monde à travers son projet colonial. Ma première question pour vous. Aujourd'hui, avec l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie et de la reconsolidation des échanges routiers dans le continent eurasiatique, ne sommes-nous pas témoins d'un nouveau basculement historique similaire? La France et l'Occident sont-ils en train de revivre à rebours ce moment charnière où les équilibres mondiaux se redessinent fondamentalement? Vaste question. On se croirait en train de donner un grand cours à la Sorbonne à des étudiants pour les faire réfléchir sur la naissance et la fin des empires. Ce qu'on a un peu oublié, c'est que pendant à peu près 5 siècles, vous l'avez très bien dit avec Christophe Colomb, avec la manière même dont l'Occident a commencé à structurer, à construire des empires ultramarins, une nouvelle page d'histoire s'est ouverte, qui va grosso modo occuper à un moment 85% des terres émergées sur la Terre feront partie des grands empires. Et quand j'intègre les grands empires, je parle tout autant du Japon, avec son empire colonial, que de la Russie, qui peut être pensée aussi comme un empire colonial au 19e et au 20e siècle, comme je peux penser à l'Empire ottoman. La notion même d'empire a été la structure même qui va fonder l'ordre mondial.
nous voyons disparaître les empires dans leur ancienne configuration, qui était en fait une domination occidentale. Et encore, je prends des bémols dans ce mot occidental, puisque si vous parlez de l'Empire ottoman et de l'Empire du Japon, vous voyez bien que cette dimension même des empires peut avoir des structurations différentes en termes de leur point de départ et de la notion même de métropole. Mais prenons l'hypothèse que ce temps des empires premiers est terminé. Nous rentrons dans une nouvelle dimension impériale. Cette fois-ci, elle ne fonctionne plus forcément à travers le prisme racial. Elle ne fonctionne plus seulement à travers la domination d'un continent sur le reste du monde. Elle ne fonctionne plus simplement comme un découpage des terres avec une vision d'un impérium, avec une occupation, je dirais presque physique de ces terres. La notion d'empire aujourd'hui travaille beaucoup plus sur l'influence. Les empires peuvent être invisibles. Ils peuvent tout simplement être de puissance économique. Ils peuvent exister à travers des routes, à travers des organisations de structures totalement différentes de celles qu'on a connues avant. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans un temps de la mondialisation. On est rentré dans un temps où on est plutôt dans les notions d'aire d'influence. Vous n'avez plus besoin d'occuper un pays pour quelque part en avoir l'impérium et la domination. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce mieux, est-ce moins bien ? Le point de vue n'existe pas à ce niveau-là. L'analyse, c'est de regarder le monde. Quand on est historien, on regarde les mutations du monde. Je dirais même qu'au temps des empires, il faut regarder que des formes à l'intérieur même de ces structures impériales pouvaient fonctionner. La lutte entre les empires a expliqué en grande partie pourquoi la France, par exemple, et l'Angleterre se sont opposés pendant des siècles pour occuper un ordre du monde. Être un grand empire, c'était d'une certaine manière assumer sa grandeur et sa puissance. C'était la manière même dont les empires fonctionnaient à travers leurs égos. On voit aujourd'hui que les égos entre la Chine et l'Amérique, par exemple, fonctionnent sur de tout autre registre. Pour autant, nous sommes les héritiers de ces histoires impériales. Nous sommes ces héritiers tout simplement parce que la manière de parler certaines langues est liée à cette histoire impériale. Les aires géographiques d'influence continuent encore à avoir de forts rapports avec ce passé impérial. Nous continuons aussi à vivre des phénomènes de flux migratoires qui sont bien souvent liés à ces histoires impériales. Ceux qui partent à Londres, ceux qui partent en Allemagne, ceux qui partent en France, ceux qui veulent venir dans tel ou tel pays, bien souvent, ont un rapport à travers leurs parents, leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, qui est lié à ces histoires impériales. L'histoire de la queue de la comète des empires n'est pas du tout terminée. Donc se superposent en ce moment, en fin de compte, deux histoires impériales. La naissance des nouveaux empires et des rapports mondiaux, et les héritages, les conséquences, les influences des empires d'hier. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder à la fois le passé et le présent pour comprendre que nous vivons une époque de transition. Une époque de transition qui est également tectonique. Elle est tectonique pourquoi ? Parce que les restes des anciens empires sont en train de s'effondrer. Et ils s'effondrent avec un fracas et une brutalité incroyables. Parce que l'ordre du monde s'est aussi inversé. Les aires d'influence ne sont plus les mêmes. Les puissances impérium d'hier n'ont plus le pouvoir aujourd'hui sur le monde. Tout ça existe en même temps, et en même temps, nous en voyons encore les effets. Exactement. D'ailleurs, d'où ma question que j'allais vous poser. Dans les années 1920, Oswald Spengler écrivait son œuvre majeure, Le déclin de l'Occident. Un siècle plus tard, un certain Emmanuel Todd écrit La défaite de l'Occident. Que se cache derrière cette angoisse existentielle tant évoquée depuis plus d'un siècle ? Et dans quelle mesure cette angoisse nourrit-elle non seulement un repli identitaire, mais aussi une certaine nostalgie du passé, particulièrement du passé colonial ? Alors déjà, l'angoisse du déclin de l'Occident a commencé bien avant Spengler, bien avant tous les théoriciens du début du XXe siècle qui ont beaucoup écrit dessus. C'est un moment où la manière de percevoir le déclin de l'Occident va faire naître chez les penseurs anglo-saxons, allemands, français. Descugis, par exemple, en France, Henri Massy en France, vont tous écrire sur la notion du sentiment ou de la crainte ou de la peur de ce déclin de l'Occident. D'autres vont même écrire sur l'émergence des flots montants de couleurs, c'est-à-dire en gros les peuples du Sud. D'autres vont écrire, dès le XIXe siècle, que la nécessité de coloniser, c'est aussi la nécessité de maîtriser les peuples du Sud pour éviter ce risque de voir les capitales du Nord envahir par ces populations. Le grand remplacement a commencé bien avant. Le capitaine d'Henritte publie L'invasion noire à la fin du XIXe siècle, puis L'invasion jaune, qui est déjà cette histoire de voir des hordes venant d'Asie ou d'Afrique qui vont envahir la France. C'est omniprésent. Dès la naissance des empires, vous avez peur que l'empire s'effondre. Dès la grandeur de l'Occident, vous pensez que l'Occident va perdre son impérium. Rome s'inquiétait tout autant de son impérium que l'Occident s'est inquiété de son impérium. Ça fait partie du jeu. À partir du moment où vous êtes première nation ou que vous dominez le monde, vous avez peur de perdre votre domination. L'Amérique de Trump aujourd'hui n'est ni plus ni moins encore en train de révéler qu'elle est en train de s'inquiéter sur le fait de perdre son magistère qui, depuis 1945, s'est imposé sur le monde. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ce dialogue de l'Occident avec le reste du monde a traversé tout le XXe siècle et fabrique des angoisses existentielles qu'on n'a peut-être pas assez regardées.
Je m'explique. La question identitaire n'est pas une petite question. La question de qui nous sommes, sur quoi se fonde notre identité, sur quoi nous fondent nos croyances, qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la nationalité, qu'est-ce que la citoyenneté, c'est quoi avoir une église au milieu du village, c'est quoi de se penser blanc, c'est quoi de se penser chrétien ou catholique, c'est quoi de se penser par rapport aux autres, dans sa propre identité. Et dans l'histoire coloniale, le rapport à l'altérité était d'une violence absolue. C'est quoi le rapport à l'étranger ? Au XVIIe, au XVIIIe, l'étranger, c'était quelque chose d'abstrait. À partir du moment où vous fixez les nationalités, les nations, les frontières, l'autre étranger, c'est celui qui rentre dans votre pays, qui traverse la frontière, qui n'a pas le même statut que vous. Vous fabriquez, quelque part, un rapport à l'altérité d'ordre juridique et d'ordre stéréotypique, par exemple, à travers des préjugés qui n'existaient pas avant. Tout ça va travailler au XXe siècle. En même temps que les empires touchent à leur apogée, 1920-1930, commence à exister le doute sur la perte de ces empires. Que sera la France et l'Angleterre sans son empire ? C'est une vaste question qui traverse toutes les élites politiques du temps. Et dans le même temps, ce qu'on a oublié, c'est que les migrations venant du Sud commencent à arriver en Occident. Ce qui est aussi une révolution. Pour faire à peu près simple et que tout le monde nous suive, la guerre de 14-18 a été une immense bascule. Une immense bascule parce que plus d'1 million d'hommes non blancs arrivent en Europe pour faire la guerre. Et que dans le même temps, plus de 700 000 hommes, très peu de femmes, vont venir pour travailler dans les usines et dans les champs. Aujourd'hui, on regarde ce moment comme un moment guerrier, sauf qu'on a oublié que c'est aussi un immense moment d'entrechoquement des altérités. À peu près équivalent à ce qu'a été les conquêtes coloniales dans les pays du Sud. Et donc, ce sentiment de déclin de l'Occident, de perdre d'une forme de domination de l'Europe sur le reste du monde, et l'Europe au sens large, puisqu'elle intègre aussi des pays comme les États-Unis, qui rentrent aussi dans la dialectique de l'Empire. L'Empire américain naît en 1898 avec la conquête des Philippines et va devenir un empire comme les autres, d'une certaine manière. Et surtout, quand l'Empire américain aussi est intervenu au Japon en 1853. Tout à fait. Mais l'Amérique a toujours rêvé d'être un empire. Il est intervenu au Japon, il savait qu'il est intervenu aussi en Afrique, il est intervenu dans différentes parties du monde, mais il a plutôt échoué dans son impérium jusqu'à un moment, à la guerre contre l'Espagne, et de récupérer Porto Rico, d'arriver à Cuba, d'occuper Haïti, de récupérer Hawaï, de racheter l'Alaska. Et aujourd'hui, il continue puisqu'il veut acheter le Groenland et reprendre la main sur le Panama. L'Empire américain ne s'arrête jamais. C'est une des facondes que Trump nous l'a appris en reprenant McKinley comme modèle, qui était le chef d'État de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle aux États-Unis, qui est le premier rempereur, en gros, de cet empire américain naissant. Tout ça se fabrique en même temps. Au moment où toutes ces matrices se mettent en route, se fabrique le monde que nous vivons aujourd'hui. C'est le monde des migrations du sud vers le nord, c'est le monde des empires qui s'installent, ça va être après la brutalité de l'effondrement des empires, c'est la question du doute sur qui sommes-nous, c'est la question de cette idée du déclin de l'Occident, en fait, révèle tout ça. C'est pas juste la peur de quelques vieux blancs assis sur leur fauteuil qui ont le sentiment qu'ils vont perdre leur magistère, c'est ça. C'est aussi plein d'autres choses. C'est toutes les théories raciales du temps qui, à la fin du 19e siècle, vont complètement fabriquer les imaginaires des populations. En gros, pour faire à peu près simple, un blanc du début du XXe siècle pense qu'il est une race supérieure parce qu'on lui apprend à l'école, parce qu'il le lit dans les livres savants, parce qu'il a été au zoo humain voir une exhibition et qu'il aurait vu les sauvages. Parce que d'une certaine manière, c'est l'ordre du monde qui s'écrit à travers cette vision d'un Occident dominateur. Et en même temps, il commence à être remis en question par les intellectuels du Sud. Il commence à être remis en question par le mouvement du monde. Il commence à être remis en question parce que des soldats du Sud viennent participer au conflit du Nord. Il commence à être remis en question parce que l'ancien ordre esclavagiste est en train de s'effondrer partout. Il commence à être remis en question parce que d'un seul coup, l'Europe se pose des questions sur elle-même. Est-ce qu'il est logique dans des pays comme la France qui promeuvent d'une certaine manière les droits de l'homme, d'avoir le droit de dominer d'autres hommes qui n'auraient pas le même statut que nous dans le pays des droits de l'homme ? C'est quand même très paradoxal. Toutes ces questions émergent au début du XXe siècle. Certains les visent comme il faudrait, quelque part, développer une sorte de vision protectionniste, de protéger l'Occident de sa domination. D'autres commencent à douter et se questionnent. Et puis d'autres pensent que c'est par la force, la preuve, les guerres coloniales, et elles continuent. N'oublions pas que l'entre-deux-guerres va être traversé, que ce soit la guerre du Rif, ce qui se passe en Indochine, ce qui va se passer en pays druze, ce qui va se passer en Inde, ce qui va se passer dans tous les empires, en fait, qui commencent à s'effondrer. Le doute est omniprésent en même temps que les empires connaissent leur apogée. Nous, on a l'impression que tout ça n'a pas été une période si tectonique que ça. Mais c'est totalement tectonique. L'ordre du monde est déjà remis en cause à partir des années 20 et des années 30. Et donc, ces livres, en fait, au-delà de souvent des fantasmes qui les traversent, d'une vieille supériorité blanche du XIXe siècle qui disparaît, ils nous révèlent la manière dont l'Europe s'est pensée à ce moment-là. Et donc, en fin de compte, a posé les fondements de ce que nous connaissons encore aujourd'hui, d'une certaine manière, de regarder le monde depuis ce qu'on a appelé l'ethnocentrisme. D'ici
et pas forcément le regarder dans un monde qui en même temps a changé, puisque la mondialisation commence aussi à ce moment-là. Elle commence avec la Première Guerre mondiale. Exactement. Maintenant, on va passer du ton long au ton court. Nous voilà en 2025. Les temps s'accélèrent, l'histoire avance et n'attend pas. La classe politique française se trouve confrontée à une tâche historique dans un monde en profonde mutation. Un monde où Charles III d'Angleterre se fait huer par la sénatrice aborigène Lydia Thorpe, qui lui crie au visage « You are not my king », tu n'es pas mon roi. Ou le premier ministre jamaïcain Andrew Holness déclarant au prince William d'Angleterre « We are moving on passe à autre chose ». Un monde où les anciens symboles se délitent pour laisser place à de nouveaux naissants. Un monde où les descendants des opprimés d'hier ne portent plus en eux le complexe de leurs aïeux. Pascal Blanchard, cette accélération du temps et ce changement de paradigme mondial nous amènent naturellement à l'échelle nationale française. Comment la France, une nation si profondément façonnée par son passé colonial, peut-elle se réinventer dans ce monde qui bascule vers une nouvelle ère ? C'est bien parce que vous fixez ce temps de 2025 comme un moment de basculement et vous parlez de temps court. En fait, le temps est un peu plus long que ça. On ne l'a pas vu. On n'a pas compris qu'en gros, depuis les années 80, il y a une bascule qui se fait. Cette bascule, au départ, elle n'a pas été audible. D'abord parce qu'on n'a pas voulu l'entendre ou que ceux qui l'ont exprimé n'ont pas été entendus ou qu'on n'a pas voulu qu'ils soient entendus. Les statuts déboulonnés il y a quelques années étaient déjà au signe avant-coureur que certains voulaient changer la manière d'écrire l'histoire et de regarder le passé. Les revendications de la Namibie face à l'Allemagne de Merkel en demandant d'être indemnisée pour le génocide faisaient déjà partie d'une manière de réécrire cette histoire. La manière dont, il y a quelques décennies, Fanon écrivait que le rapport de l'Occident au monde devait changer aurait dû nous inciter à imaginer qu'il allait se passer quelque chose. Et puis le fait qu'une nouvelle génération, en Afrique par exemple, demande des relations autres avec la France, et comme la France ne l'a pas entendu, ils ont décidé de couper les ponts, sont bien des signes avant-coureurs que depuis quelques années, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est une sorte de manière de dire que l'histoire ne peut plus s'écrire telle que l'Occident a voulu l'écrire au lendemain de la fin des empires. C'est d'expliquer qu'il y a un regard à poser sur ces passés, j'ai bien dit sur ces passés, qui doit être différent de celui qui a été posé depuis de nombreuses années. Et dans le cas français, c'est un cas très particulier. Bien sûr, toute ancienne puissance coloniale a une histoire spécifique. Si vous allez en Italie, si vous allez en Belgique, si vous allez au Japon, si vous allez en Angleterre, chacun a son propre récit avec l'Empire. C'est lié à la fois aux identités nationales, à la manière dont l'histoire a été gérée, la manière dont les musées se sont ouverts, la manière dont les places publiques peut-être ont traité les noms, la manière dont le débat public a pu exister, la manière dont les minorités dans ces pays ont pu s'exprimer sur ces questions, la manière dont les relations diplomatiques de ces pays ont pu se faire. L'Angleterre est peu intervenue dans son ex-empire avec ses armées, la France a passé son temps à envoyer des armées en Afrique. Chacun choisit un style. Nous, Français, le style, c'était de tourner la page coloniale en 1960. En gros, 60-62. 60 pour les indépendances en Afrique subsaharienne, 62 pour l'Algérie. On a tourné la page en pensant que l'Empire était fini. On a tourné la page sans véritablement se questionner sur 4 siècles et demi d'histoire. On a tourné la page en pensant qu'un nouvel empire naissait avec l'Europe et que d'une certaine manière, tout ça allait se passer tranquillement. C'était la manière de ne pas vouloir voir et de ne pas vouloir reconnaître que la France perdait quelque part une forme de grandeur et qu'une autre grandeur allait naître. De ne pas véritablement se poser la question de ce que ça voulait dire le retour en France de nombreux de pieds noirs. De ne pas vouloir véritablement regarder ce que signifiait la guerre d'Indochine, la guerre au Cameroun et la guerre en Algérie. De ne pas vouloir comprendre ce qu'allait signifier le fait que beaucoup d'enfants et de petits-enfants de cette histoire, issus des ex-territoires coloniaux, allaient venir vivre dans l'ex-métropole coloniale, ce qui est en soi quelque chose de très complexe à expliquer. Et d'ailleurs, bien souvent, les parents et les grands-parents ne l'ont pas forcément expliqué à leurs enfants et petits-enfants. Comment, grand-père, tu as pu, après t'être battu pour l'indépendance de l'Algérie, décider de venir vivre dans le pays du colonisateur ? Bon courage. Fait que la France, aujourd'hui, est un des pays qui compte le plus grand nombre de migrations post-coloniales sur son territoire. Aussi bien du Sud-Est Asie, aussi bien du Maghreb, du Moyen-Orient que d'Afrique subsaharienne ou de l'océan Indien. La France a toujours des territoires ultramarins, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Tout ça fabrique quelque chose de spécifique. Et dans le même temps, la question coloniale n'a pas été digérée. Et elle n'a pas pu être digérée. Elle n'a pas été digérée parce que vous avez un nombre d'acteurs dans la société française, toujours actifs, pieds noirs, la droite, la gauche, une extrême droite, qui a toujours vécu la nostalgie et la perte de l'Empire,
des minorités issues des immigrations post-coloniales qui ont des points de vue différents sur la manière de penser le passé colonial. Par définition, vous ne le regardez pas du même point de départ. Désolé. Quand votre grand-père ou votre grand-mère se sont engagés là, peut-être pour Madagascar, dans le combat de l'indépendance au MDLM, la révolte de 47-48, puis l'indépendance, ou l'autre avec l'histoire du FLN, c'est pas le même point de vue que pour moi, petit breton, blanc, qui regarde cette histoire n'ayant jamais eu de grands-parents qui ont été aux colonies. Je suis moi-même petit-fils de tirailleurs tunisiens. Vous voyez ? Et nous la regardons pas. Pourtant, nous avons tous les deux la même histoire, mais nous n'avons pas tous les deux la même mémoire. Tout ça fabrique une cocotte minute complexe. Et dans le même temps, la chape de plomb arrangeait tout autant la droite, gaulliste, que la gauche, socialiste. Après François Mitterrand, je viens de consacrer un livre à François Mitterrand, le dernier empereur, et s'il y a bien un débat qui n'a jamais été tranché au Parti socialiste, c'est la mémoire coloniale du Parti socialiste et son souvenir des Guy Mollet, des François Mitterrand et des débats qui ont traversé la gauche. Généralement, les plus prosélytes en termes universalistes, ils vont vers les autres peuples pour essayer de les évangéliser à leur pensée. C'est plus la classe politique de gauche. Oui. Et je crois que c'est eux carrément qui ont démarré le projet colonial sous la Troisième République. C'est des fois, la droite adore dire ça. C'est pas faux. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Ok, autant en fait, pour moi. la droite... Non, vous avez raison d'une certaine manière, il faut expliquer pourquoi. La gauche, au sens gauche, on va dire centre-gauche, de ce que vont être les républicains opportunistes à la fin du 19e siècle, qui vont arriver dans les années 1875-1880 à la tête du pouvoir, ont besoin, après la défaite face à la Prusse, de retrouver une puissance territoriale. Elle ne peut plus se faire sur le continent. Elle va s'appuyer bien sûr sur l'armée, elle va s'appuyer sur l'école, elle va s'appuyer sur un troisième pilier qui est l'Empire. Pourquoi ? Parce qu'il faut prouver que ces républicains, comme la droite, comme le second empire de Napoléon III, est capable d'amener une grandeur à la France. Et la grandeur, à l'époque, c'est de conquérir des terres. C'est comme ça. C'est cette vision du 19e siècle. Tu n'es grand que quand tu conquiers des terres et quand ton armée, aux quatre coins du monde, arrive à ramener de la puissance terrestre, tangible, mesurable à la nation. Et c'est ce que vont faire les républicains à ce moment-là. Et la droite s'y oppose. Mais la droite, elle s'y oppose pas simplement pour une raison idéologique. Elle considère que c'est une erreur stratégique et diplomatique. La puissance se fait sur le continent. Il faut reconquérir l'Alsace-Lorraine. Il faut s'opposer à l'Allemagne. Il faut retrouver la puissance sur les terres. Et puis, pour des hommes de droite bonapartistes, nationalistes, royalistes, la grandeur, c'est pas d'aller coloniser au fin fond du monde d'autres populations. C'est une France qui s'appuie sur sa terre. Barès, Déroulède, Maurras, c'est la vision d'un hexagone. Deux oppositions. Donc, d'une certaine manière, les républicains, à ce moment-là, vous pouvez les appeler de gauche, vont bâtir cette mythologie et vont l'inscrire dans la Révolution française. Comme des hommes et des femmes qui vont aux quatre coins du monde pour civiliser les peuples dans les ténèbres. Il y a une forme de cohérence presque républicaine, universelle si vous préférez, entre acquérir des terres pour la grandeur, nos soldats, fierté, et de l'autre côté, nous sommes dans la continuité de l'œuvre universelle qui apporte la lumière aux quatre coins du monde. Tout va bien. Tout va bien, sauf que, à un moment, il y a une forme d'entrechoquement et de débat. Commence à émerger à gauche la question des droits de l'homme. Quand Jules Ferry explique qu'il y a un droit des races supérieures sur les races inférieures au Parlement français, vous avez quand même un député qui se lève, Jules Meigne, et qui dit « Vous osez dire cela dans le pays des droits de l'homme ?» Il y a une forme d'anachronisme qui commence à émerger. Apporter la lumière à coups de canonnade, il y a un petit débat. Apporter la lumière mais qui n'amène pas le droit, c'est-à-dire l'inéquité au nom de la couleur de sa peau entre les individus dans l'espace républicain, c'est paradoxal. C'est la peur du nombre. Vous parliez du déclin tout à l'heure. Je vous rappelle que certains considéraient quand même que c'était un peu bizarre si on avait donné les droits à tous de se retrouver avec un Parlement où il y aurait eu plus d'Asiatiques, plus de Maghrébins, plus d'Africains, plus d'Antillais que de petits blancs de métropole. La droite, dans le même temps, va progressivement être convaincue par cet empire. 14-18, nous battons l'Allemagne. Et ce nous, il est fondamental. C'est la France, avec ses colonies, vont vaincre l'Allemand. Puis après, c'est la grandeur, 1920-1930, l'exposition coloniale. La France étale ses richesses, deuxième empire colonial au monde. Cette phrase incroyable que tous les enfants de France ont entendue, le soleil ne se couche jamais sur l'empire colonial français. Ça devient aussi une grandeur de droite. Et la droite et la gauche, pour des raisons totalement différentes, se retrouvent en adéquation avec cette idée que l'empire est essentiel à la France, que la grandeur de la France passe par cet empire, que la France ne serait rien sans cet empire. Et là, vous rentrez dans quelque chose qui va traverser cette deuxième partie du siècle et qui va, d'une certaine manière, aller jusqu'au moment des guerres d'indépendance, où la droite, comme une grande partie de la gauche, vont y mettre la tête
les bras et les jambes. On ne peut pas perdre l'Empire. Tout le monde a oublié que la plus longue guerre de la France, c'est de 1945 à 1962. C'est pas une guerre, c'est les guerres de décolonisation en forme qu'une seule. Plusieurs, certes, fronts, l'Indochine, le Cameroun, Madagascar, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Djibouti, la Guadeloupe 1967. C'est long. Parce qu'on ne peut pas perdre ce que l'on pense comme essentiel à la nation. C'est tout ça que nous récupérons. Et c'est pour ça que la droite et la gauche vont, d'une certaine manière, depuis les années 60, refuser d'ouvrir la boîte de Pandore de la mémoire coloniale. C'est tectonique. C'est questionner la France en ce qu'elle a fait. C'est questionner la France sur son récit. C'est questionner le rapport de la France à l'ailleurs. C'est parler à des populations à l'intérieur du territoire français, aussi bien en Outre-mer que dans l'Hexagone, d'histoires, quelque part, certes identiques, mais avec des mémoires totalement contradictoires. Comment mettre dans le même récit le pied noir, le harki, le petit-fils de colonisateur, le petit-fils de celui qui a été se battre pour la guerre d'Algérie en appelé, celui qui vient de Madagascar, celui dont les grands-parents sont venus d'Algérie et étaient au FLN, celui qui a dû quitter l'Indochine communiste dans les années 70. Et bien d'un seul coup, on ne sait pas faire. Et le silence semble la réponse à apporter à une demande en fait de mémoire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens de ma génération, comme les gens de votre génération, questionnent le passé. Ils ont parlé avec leurs grands-parents, ils ont ouvert les albums de famille, ils ont commencé à vouloir comprendre ce qui s'était passé. Puis ils regardent les manuels scolaires, ils regardent la manière dont on en parle, ils disent « Il est bizarre mon pays ». C'est une histoire qui a près de 5 siècles. Il y a entre 40 et 45% des Français qui ont eu un lien avec ce passé, qu'il soit familial, qu'il soit territorial, qu'il soit lié à l'histoire de ses grands-parents, et on n'en parle pas. Tiens, c'est bizarre ce pays. Il n'y a toujours pas de musée d'histoire coloniale qui raconte cette histoire alors que d'autres pays en ont. Tiens, c'est bizarre ce pays qui fait qu'on a encore un ministre de l'Intérieur qui s'excite sur le passé de l'Algérie et la France, que nos relations diplomatiques sont compliquées avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec le Mali, et puis que la question coloniale revient. Tiens, c'est marrant ce pays, le seul au monde, où on a un candidat à la présidentielle en 2017 qui nous explique que la colonisation est un crime contre l'humanité. Longtemps après, il en parle encore. Donc on parle d'un sujet sans jamais l'appréhender, l'aborder, lui trouver des solutions. Comprendre qu'on a un récit qu'il va falloir travailler au corps. Et on est quand même le seul pays où vous pouvez encore avoir des candidats à la présidentielle qui s'opposent sur le passé colonial. François Fillon qui nous explique en pleine campagne qu'il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun et d'autres qui nous expliquent qu'elle a eu lieu. Incroyable sujet. Il vit un silence de l'institution publique qui a beaucoup de mal à appréhender ces questions. Et de l'autre côté, ce sujet est omniprésent dans nos consciences et dans nos inconscients. Les statuts déboulonnés, des jeunes décoloniaux qui revendiquent un autre récit. On sent bien que le poids du passé colonial nous titille de notre rapport à la diversité. Et dans le même temps, on n'arrive pas à en faire un sujet de réflexion nationale, comme ont pu faire les Allemands. Merkel a fait un très très bon travail en Allemagne, c'est pas ça. Comme les Belges viennent de le faire, avec une commission pendant 2 ans qui a réfléchi au passé colonial. Comme les Anglais le font à leur manière. Nous, Français, nous fuyons le regard à poser sur ce passé colonial. Et on s'étonne, ensuite, que ce soit tectonique. C'est tectonique quand, dans une famille, on se tait sur ce qui s'est passé sur un grand-oncle ou un grand-père pendant très longtemps. Quand on sort l'album de famille, généralement, et qu'on voit qu'une photo a disparu de l'album, tout le monde se pose la question, non pas sur les photos qu'on voit, mais sur la photo qui a disparu. Selon vous, comment dépasser cette opposition pour construire un récit commun qui réconcilie la France avec ses propres contradictions ? Si les historiens savaient ce genre de choses, ils feraient de la politique. Donc c'est pour ça que les historiens ne font jamais de politique, parce qu'ils sont mauvais. D'abord, il faut en parler. Moi, je fais partie de cette génération qui est arrivée sans aucune appréhension de la question. D'ailleurs, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi vous travaillez là-dessus ? Il n'y a pas de raison. C'est l'histoire de France. C'est mon histoire. Elle est basiquement mon histoire. Je n'ai pas eu de raison, on va dire, familiale ou d'angoisse métaphysique à appréhender la question. Je rentre dans une génération qui a commencé à s'intéresser à ces questions parce qu'elle faisait partie de l'histoire de France. Et je pense qu'il faut simplement en parler. C'est complexe, ça peut être douloureux. Il faut être très vigilant avec la manière dont on veut appréhender ces enjeux-là. Mais je pense qu'il faut d'abord en parler. Et le fait de dire ça, c'est révolutionnaire et tectonique en France. Il faut savoir montrer ce qui a été. Des expositions, des musées, des conférences, des films. Il faut tenter d'expliquer le paradoxe, les contradictions de ce récit français. Je ne me flagelle pas sur cette histoire. Personnellement, mes grands-parents, mes parents n'ont pas été aux colonies, j'ai pas de problème de petit blanc là-dessus, je me sens pas un petit blanc héritier d'une histoire qui me culpabilise, je n'ai pas du tout envie de faire une repentance. Tout ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le récit, c'est l'histoire. C'est d'arriver à la comprendre et d'arriver à comprendre aujourd'hui et d'écouter ceux, par contre, pour qui c'est tectonique. Ceux pour qui c'est encore une question identitaire. Ceux pour qui c'est problématique. Mais des deux côtés du miroir.
J'écoute quand un pied noir me raconte son histoire et la frustration de ses grands-parents qui ont dû quitter l'Algérie ou l'Indochine. J'écoute quand quelqu'un me dit qu'il a le sentiment en France de ne pas être reconnu comme un Français. J'écoute celui qui me dit qu'il continue à porter sur la couleur de sa peau le poids de l'histoire. Je pense qu'il faut écouter toutes ces mémoires pour arriver justement à construire une histoire qui serait polymorphe et qui serait capable de tenir compte de tous. Il faut aussi regarder les vides, les moments difficiles à combler. Je viens de faire un livre sur François Mitterrand, le dernier empereur, pour peut-être aussi que la gauche réfléchisse à son propre parcours sur le passé colonial. Comme il est important que la droite et que l'extrême droite, d'une certaine manière, nous soyons capables de comprendre d'où vient ce rapport compliqué à l'altérité par rapport au récit colonial. Il ne faut jamais oublier que le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, est né de la défaite de l'Algérie. Ce ne sont pas des petits sujets, comme la Ve République, née en 1958 du conflit algérien. Comprendre aussi que sur notre territoire, dans l'espace public, des bâtiments, des lieux, sont encore marqués par ce récit. Il y a plus de 3000 monuments qui sont liés à l'histoire coloniale en France. Et on voit dans le sud des États-Unis comment l'histoire de la guerre de sécession fait encore du bruit. Comment Trump veut réintroduire tous les monuments qui ont été déboulonnés. Ce n'est pas des petites questions, les symboles. Les symboles, c'est la manière dont une nation est capable ou non de regarder le passé. C'est la manière dont une nation est capable de gérer les frustrations de certains, dont elle est capable d'en parler. On le sait tous. Pourquoi on va chez son psy ? Pour parler. On ne va pas chez son psy pour se taire. Excusez-moi, sinon ça coûterait un peu cher pour du silence. Je pense que la France doit être capable de faire cette introspection sur elle-même. Et ça veut dire aller très loin sur certains sujets. Quand je dis qu'il faut faire un musée d'histoire coloniale, c'est pas parce que je pense que les musées vont sauver les âmes. C'est parce que je pense que montrer les choses, expliquer les choses, pouvoir faire qu'un enseignant emmène des élèves dans un musée, dans une institution muséale, avec des élèves qui ont peut-être par leurs parents et leurs grands-parents des parcours extrêmement différents. C'est de comprendre qu'on a une histoire commune à travers ça. Nous parlons de 5 siècles d'histoire, vous l'avez dit tout à l'heure. Le moment où un quartier s'est perdu sur les rives du Saint-Laurent au Canada en 1534. Cette histoire, elle n'est pas née hier. Elle explique beaucoup de notre identité collective. Elle explique beaucoup de nos frontières. Elle explique beaucoup de nos imaginaires. Elle parle de la France, tout autant qu'elle parle des autres pays concernés par ce sujet. Il est temps d'écrire cette histoire en commun. Et quand je dis ça, je dis que c'est autant utile pour un pays comme le Vietnam, pour l'Algérie, pour Madagascar, pour le Mali, pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour des territoires qui vivent soit encore au cœur de la République, soit qui ont été un moment dans l'Empire colonial français, parce que cette histoire, elle fascine encore notre relation au monde. Elle fabrique toujours la manière dont nous nous pensons et nous regardons. Et c'est complexe, si vous n'avez pas les clés d'un pulse, vous ne pouvez pas le reconstituer. Si il vous manque des éléments tangibles pour arriver à comprendre comment tout ça s'est fabriqué, vous ne pouvez pas avancer dans le futur. Très souvent, les gens me disent « mais mes grands-parents n'ont pas été là-bas ». Mais l'histoire de la colonisation, c'est pas seulement ce qui s'est passé là-bas, c'est ça, mais c'est aussi ce qui s'est passé dans les imaginaires, ici, dans la tête des gens, ici, dans le fait que 7 générations d'enfants ont été à l'école avec les taches roses sur les cartes du monde. Ça vous fabrique un imaginaire. C'est les expositions universelles et coloniales. 33 millions de personnes à l'exposition coloniale de 31, c'est le plus grand, bien plus que si vous êtes à fouteux, que la Coupe du Monde de 98, bien plus que la libération en 45 du pays. C'est l'événement majeur du XXe siècle. Et il a peiné à rentrer dans nos manuels scolaires. On voit bien qu'il y a une tension autour de ça, de connaissance. Parce que la reconnaissance de qui on est et qui est l'autre passe par la connaissance. Si je ne dialogue pas au cœur de la société française sur la question, ça devient de l'idéologie. Et vous la retrouvez d'ailleurs, cette idéologie, avec telle ou telle femme ou homme politique qui va brandir à un moment une anti-repentance. Rappelons-nous les débats autour de Nicolas Sarkozy à une époque, ou d'autres qui vont pratiquer le silence. Rappelons-nous les débats autour de François Hollande qui était mal à l'aise par rapport à ces questions. Rappelons-nous que les 14 ans de François Mitterrand à la tête du pouvoir, c'est l'impossibilité de parler du passé colonial. Mitterrand était le plus grand ministre des colonies de la 4e République. Et la droite, avec sa bonne conscience d'avoir décolonisé, n'a jamais fait son introspection sur son passé colonial. Au final, vous vous retrouvez dans une situation d'une sorte de grand hiatus et de grande difficulté d'une pièce du pulse qui vous manque. Et nous en sommes là. Et notre génération n'ayant pas vécu ces événements, ni vous ni moi, on peut se permettre de prendre un peu de distance. On peut commencer à se permettre de questionner ce passé. Et de le faire ensemble. Quand je fais une expo au Quai Branly sur les zoos humains avec Lilian Thuram et Nanette Snop, nous venons de 3 cultures différentes tous les 3, et ensemble nous regardons un récit pour amener au public une compréhension de ce récit. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est complexe. C'est complexe parce qu'il y a encore en fait des enjeux dans le présent. Il y a encore ce que certains vont appeler de l'idéologie. Derrière ça, c'est comment la France se regarde, comment la France se pense, quel a été ce rapport de la France au monde. Parce que nous ne sommes pas un petit pays.
Nous sommes un pays qui a une relation avec le deuxième empire colonial au monde. Près de 60 pays à l'ONU aujourd'hui ont un rapport lié au passé colonial avec la France. Nos enjeux diplomatiques, économiques, de grande puissance sont liés à ça. Et je dirais même, la manière dont la France va se penser au XXIe siècle va être liée en partie à cette manière de digérer ce passé. Et on l'a vu. L'incapacité d'Emmanuel Macron, qui avait pourtant joué sur ces enjeux, la mission sur l'Algérie avec Benjamin Stora, le travail avec Ramondi sur le Cameroun, le discours de Ouagadougou sur les biens culturels, un certain nombre d'éléments montraient qu'il allait peut-être avoir un changement. Et au final, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que l'enjeu était peut-être beaucoup plus tectonique qu'il l'imaginait et beaucoup plus important qu'il ne le pensait au départ. Ce n'est pas une petite question, c'est une question qui va nous occuper. Surtout les angoisses profondes dont on a parlé, qui sont dormantes, d'où ce déclin, qui peuvent nourrir parfois une grandeur passée. Et cette grandeur passée, quand elle a été ressassée, quand elle a été tant rabâchée dans l'inconscient et l'imaginaire d'un peuple, il entrave sa capacité à se réinventer. Et parfois, on se retrouve face à cette difficulté-là. Et c'est pour ça que je voudrais d'ailleurs en venir à ma question d'après. C'est la réconciliation des mémoires semble particulièrement complexe dans notre contexte électoral actuel. Les générations qui ont vécu cette période coloniale directement sont celles qui votent le plus, tandis que les jeunes générations, souvent plus critiques, s'abstiennent davantage. Comment sortir de cette impasse démocratique où le poids électoral renforce le statu quo mémoriel? Je ne serais pas d'accord avec vous. Ok. D'abord, pourquoi voulez-vous réconcilier les mémoires? C'est une très jolie phrase, mais pourquoi? Vous avez le droit de ne pas avoir la même mémoire que moi. Pourquoi voulez-vous qu'on se réconcilie? Ce qui est important, c'est de se réconcilier sur l'histoire. C'est d'arriver à comprendre que nous avons une histoire commune, mais vous avez le droit à votre mémoire, j'ai le droit à la mienne. Ma mémoire n'a pas forcément besoin de se réconcilier avec la vôtre. Votre mémoire vous appartient, cher ami. La mienne m'appartient. C'est mon récit, c'est la manière dont je digère ça, c'est la manière peut-être dont je le vis, avec des fois des frustrations, peut-être des rancœurs, la manière dont mes grands-parents ont pu vivre un statut d'infériorité. J'ai le droit d'avoir une mémoire vive sur ça et pas forcément être d'accord avec vous. Mais par contre, l'histoire nous rassemble, elle est commune, nous parlons la même langue. C'est pas parce qu'un jour des cigognes sont passées dans le ciel qu'ils vous ont déposé le français que vous avez appris le français, c'est l'histoire. Nous avons des moments d'histoire commune. Nous les regardons peut-être pas de la même manière, mais c'est là-dessus que nous avons à travailler. Gardons nos mémoires. Par contre, acceptons que nos mémoires peuvent vivre dans leurs différences dans un espace du commun. Par exemple, un musée, par exemple des manuels scolaires, par exemple des documentaires, par exemple des films, par exemple un podcast. C'est ça qui fait la richesse de nos mémoires. Pourquoi voulez-vous que les Allemands et les Français aient la même mémoire de la Seconde Guerre mondiale? Leurs mémoires sont encore opposées, mais maintenant ils ont écrit l'histoire en commun. C'est l'histoire qui nous rassemble, ce n'est pas les mémoires. Nous devons par contre accepter que la mémoire de l'autre est différente. Ça, c'est fondamental. Et qu'elle a le droit d'être différente. Je travaille beaucoup avec Lilian Thuram, par exemple. Nous n'avons pas la même mémoire de l'esclavage. Et alors? Par contre, nous en parlons ensemble, on fait des conférences ensemble, on va dans les écoles ensemble, on parle d'une histoire commune ensemble. Et c'est ça qu'intéresse les élèves, de voir que deux personnes qui n'ont pas la même mémoire peuvent avoir un récit du commun. Waouh, j'adore. J'adore parce qu'on rentre dans autre chose. On accepte que l'autre n'ait pas la même mémoire que soi. Et c'est ça la liberté que chacun peut avoir. Ce que vous vivez dans votre chair, je ne vais pas le partager avec Lilian. Quand il dit je suis un homme noir, je ne vais pas devenir noir, les amis. Attends, je veux rester blanc parce que je n'ai pas le choix. Je ne vais pas devenir noir pour dire que je comprends mieux quelque chose. Et c'est peut-être ça qui est le plus riche. C'est quand on se met à plusieurs, avec nos mémoires différentes, à commencer à écrire un récit du commun, à décentrer le regard, à déconstruire ce qui a été produit. Dans un deuxième temps, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir vécu l'histoire coloniale, vous le dites pour nos aînés, va forcément changer leur rapport au vote ou à l'histoire? Pas forcément, parce que la grande partie des acteurs aujourd'hui, à part les plus de 80 ans pour faire simple, n'ont pas véritablement connu l'histoire coloniale. Ils sont arrivés à la fin de l'histoire et de la comète et des conflits. Et déjà, au moment des conflits, beaucoup de gens ont dans leur chair intime vu leur père, leur grand-oncle partir aux colonies. Et la guerre d'Algérie a aussi marqué beaucoup de gens en France, en considérant que là, on était rentré dans quelque chose qui était une violence inacceptable. Il y a une omerta extraordinaire en France. Tout à fait. Et ceux qui ont connu l'histoire n'ont pas été entendus. Pardon, ceux qui ont été faire la guerre, les appeler, les réappeler, qui n'étaient pas des militaires professionnels, sont rentrés dans un pays, ils n'ont pas pu parler. Et généralement, ils n'ont pas pu transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs épouses, à leurs familles, le traumatisme qu'ils avaient connu. Ça a été là aussi une chape de plomb du silence. Je pense qu'il y a beaucoup plus dans la nouvelle génération, on va dire les moins de 25 ans pour faire simple, une prise de conscience mondialisée qui dépasse simplement le cadre français sur une lecture critique sur ce passé. C'est normal. Les romanciers ont fait leur boulot, en fait. Mabankou, Leila Slimani, Génie et plein d'autres.
Les intellectuels ont fait leur travail. Les enseignants ont fait leur boulot. Les grands cinéastes ont fait leur travail avec des grands films sur ces questions, et bien plus souvent américains d'ailleurs que français. Parce qu'en France, on a du mal à regarder ça. Mais il y a eu des grands films aussi français. Les Rachid Bouchareb ont fait leur job. J'en sais quelque chose ayant travaillé avec lui, que ce soit sur Hors-la-Loi ou que ce soit sur Indigène. Et les historiens ont fait leur travail. Donc les moins de 25 ans ont digéré tout ça. Ils savent que c'est compliqué d'avoir un monument de Colbert dans l'espace public devant l'Assemblée nationale. Ils ont parfaitement compris qu'une avenue Bugeaud, ça faisait débat. Ils sont assez lucides sur ce qu'a été l'histoire coloniale. En fait, le boulot a été fait, pas chez les élites, mais dans la population. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, s'il y a une lecture critique sur le rapport homme-femme, s'il y a une lecture critique sur les engagements du féminisme, s'il y a un rapport critique sur le racisme dans nos sociétés, s'il y a un rapport critique sur tous ces passés, c'est parce que les moins de 25 ans, mais à l'échelle monde, sont conscientisés sur ces passés. Ils ont digéré, je dirais d'une certaine manière, pas forcément tous de la même manière, bien entendu, il y a aussi de la réaction. Vous avez des petits blancs qui votent Trump aux États-Unis parce qu'ils ne veulent pas que ce monde change. Ils veulent revenir au temps des sudistes, tout le monde est clair, tout le monde a compris ça. C'est comme certains qui, au Rassemblement national, vont avoir un point de vue très opposé au mien sur la manière de lire ces passés. Mais en même temps, il y a de la connaissance autour de tout ça. C'est que ces passés, maintenant, sont visibles. L'espace public, la force publique, l'État, les hommes et les femmes politiques ont beaucoup de mal sur ces questions, mais l'opinion a digéré ces questions. C'est-à-dire que c'est quand même le dernier débat où vous pouvez, à table, vous fâcher un repas de dimanche sur le sujet. Vous vous battez plus pour la commune, vous vous battez plus pour le Front populaire. C'est terminé de se battre pour les rois de France ou Jeanne d'Arc. Ça fait pas un débat à table. Mais alors l'histoire coloniale, vous pouvez encore vous embrouiller le dimanche midi à table en famille. Pourquoi ? Parce que nos familles sont métissées. Parce que nos cultures sont ouvertes à ces enjeux. Parce que dans un repas de famille, maintenant, il y a une part de diversité qui a pu rentrer ces dernières années. Et que le point de vue, c'est plus celui du grand-oncle qui a fait la guerre d'Algérie. Et que les points de vue peuvent être différents. Et ceci est valable sur les réseaux sociaux. Ceci est valable dans toute une chaîne intellectuelle. Ceci est valable dans une université aujourd'hui. Tous ces débats-là traversent la société. Ils ont un impact ou non au moment de l'acte politique et l'acte électoral. Parce que ce n'est pas non plus la seule manière de penser le monde qui nous occupe. C'est un des enjeux. C'est une des questions. Et je pense que le schisme, la rupture, elle est beaucoup plus générationnelle qu'elle n'est de familles qui analysent ces questions ou pas. Les moins de 25 ans ne pensent pas à ces enjeux comme les plus de 25 ans. Et ça, je pense que c'est le produit de ce qu'on pourrait appeler un bain de réflexion qui, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, a plutôt bien fait son travail. Et je pense qu'il faut l'analyser avec justesse là-dessus parce qu'on le voit bien, moi je le vois dans les conférences qu'on peut faire, les gens sont beaucoup plus réactifs qu'avant sur ces enjeux. Je ne dis pas qu'ils sont tous d'accord. Au contraire même, il y a des oppositions extrêmement virulentes sur la manière de regarder cette histoire. Mais elle est aujourd'hui beaucoup mieux maîtrisée qu'il y a 20 ou 30 ans. J'ai connu l'époque, parce que je suis un très très vieil historien, j'ai connu l'époque où dans des salles, vous aviez des gens qui... C'était les années 90, si vous préférez. Ils n'avaient pas de point de vue sur ce passé, en fait. Ils n'étaient pas conscientisés, comme on pourrait dire aujourd'hui. Ils n'avaient pas le background. C'était cette époque où ils n'avaient pas grandi à l'école avec ça dans les manuels scolaires. Il n'y avait pas la capacité d'avoir des écrivains sur ces questions. Il n'y avait pas de films à voir. Il n'y avait pas des grandes séries sur la question. Il n'y avait pas tous ces éléments-là qui font partie de notre temps aujourd'hui. Et d'un débat critique, avec ses tensions, ses violences, ses exagérations, bien entendu. Mais ça fait partie maintenant de notre société. Vos questions démontrent que vous avez digéré une part des questions. On n'a peut-être pas le même point de vue, mais ce n'est pas grave. Vous avez digéré ces enjeux. Ils font partie de votre génération. Ce n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Moi, j'ai grandi, vous allez voir que je suis très très vieux, quand j'ai fait mes études avant le bac, je n'avais jamais entendu parler d'histoire coloniale, comme je n'avais jamais entendu parler d'histoire de l'immigration. Ça n'a pas fait partie de mon cursus. Donc, mon intellect n'était pas formé à ces enjeux, ni d'un côté ni de l'autre. J'étais en fait vierge. Ça n'avait pas un impact politique puisque je ne conscientisais pas ces enjeux. Mais c'est terminé ce temps-là. C'est pour ça que nos hommes et nos femmes politiques sont en total décalage sur l'opinion. Total. Ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de se dire et ils en ont peur. Donc d'un côté, ils ne comprennent pas ce qui se passe, et de l'autre côté, comme ils ont peur d'aborder la question, eh ben, ils se taisent. Quel est le prix de l'inaction ? Le prix de l'inaction. Certains vont vous dire de pouvoir rester au pouvoir parce que ce n'est pas sur la question coloniale qu'on se fait élire. Encore que. Je me souviens d'un vaste débat au moment de la déclaration d'Emmanuel Macron en 2017 lors de la campagne électorale où en Algérie, il déclare que la colonisation est un crime contre l'humanité. On pourrait débattre 2 heures sur cette phrase. Elle est plus complexe qu'on peut l'imaginer, et c'est un peu compliqué de limiter la colonisation à être uniquement un crime contre l'humanité. Parce que si l'esclavage l'est, dans la colonisation, c'est un peu plus complexe. Mais prenons cette phrase telle qu'elle est, et mesurons l'impact électoral. Acceptons 2 minutes d'être froid sur la question. Qu'est-ce qu'a gagné Emmanuel Macron avec cette phrase, et qu'est-ce qu'il a perdu ? Il a certainement perdu, aujourd'hui on l'estime, 2%
d'électeurs de centre-droit qui pensent encore que la grandeur coloniale de la France est importante. Mais à ce moment-là, il bascule dans les sondages. À ce moment-là, il passe devant Fillon. À ce moment-là, il passe devant tout le monde. À ce moment-là, il s'impose, il doit gagner entre 5 et 6 points chez les jeunes, dans les quartiers populaires, en Outre-mer, et des gens de gauche. Et il gagne la campagne. Ça veut dire que si l'inaction perdure, il y aura une cassure avec cette frange? Peut-être de certains, et d'autres vont être rassurés. Certains ne veulent pas que le récit colonial change. Certains ne veulent pas que le récit de la République change. Certains à droite, par exemple à l'extrême droite, sont extrêmement satisfaits de la manière dont le grand récit de la plus grande France compte. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que la France, en fait, est rentrée en déclin avec la perte de l'Empire. On lisait Zemmour. Bon, il faut toujours relire un moment Zemmour pour comprendre comment pense une partie de la France, mais dans les préfaces des livres de Zemmour, très souvent, il raconte que ce grand déclin de la France a commencé après la chute de l'Empire. Pour beaucoup, l'Empire colonial, c'est la grandeur. C'est les taches roses sur les cartes. C'est le moment où la France était influente. Vous avez une vision avec un point de départ, d'autres en ont une autre. Ils considèrent que la grandeur impériale, quand les femmes étaient dans les cuisines et les noirs dans les champs de coton, c'était la grandeur de la nation. Pardon de le dire, mais certains partagent ce point de vue. Le rapport de force, il est là sur comment on va écrire notre récit du commun. Et dedans, il y a des oppositions. Il faudrait être aveugle pour penser qu'il n'y en a pas. Donc quand vous posez la question que ce n'est pas un enjeu politique, c'en est un. Si François Fillon déclare à un moment que la France n'a jamais fait la guerre au Cameroun en pleine campagne électorale, il y a une raison. Si Nicolas Sarkozy fait un discours à Toulon dans sa campagne électorale où il nous parle de la repentance et quelque part de la grandeur de la France, il y a une raison. Pardonnez-moi de le dire, mais ces enjeux en fait existent en politique. Et ce sont des marqueurs que l'électorat entend ou voit. C'est des instruments qu'ils utilisent d'une manière très consciente? Mais bien sûr, vous rigolez quoi, les hommes politiques et les femmes politiques sont parfaitement conscients de ce qu'ils disent. Ne les prenons pas pour ce qu'ils ne sont pas. Ils savent très bien que ce sont des marqueurs extrêmement forts parce qu'avec une petite phrase, et Emmanuel Macron ne la prononce pas par hasard, ils savent très bien qu'ils vont être entendus sur cet enjeu-là. En une phrase, vous prenez un postulat de votre manière dont vous pensez votre nation. Et cet enjeu est encore un enjeu politique, c'est la preuve. La France est quand même un des rares pays qui est capable encore d'avoir 2 candidats ou 2 candidates qui vont s'opposer pendant des heures sur ce point de vue. Si vous prenez Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils n'auront pas le même point de vue sur l'histoire coloniale, vous vous en doutez. Et donc vous voyez bien c'est encore un marqueur qui fonctionne dans le présent. Pourtant, les indépendances, c'est les années 60. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose ? Plus personne se bat comme ça sur les autres grands sujets de l'histoire de France, d'une certaine manière. C'est le dernier tabou français. Oui, mais si la pression ne vient pas de l'intérieur, elle viendra forcément de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai posé le débat au début, avec un monde qui change. Oui. Si demain, par exemple, l'extrême droite prend le pouvoir et que ce récit d'un glorieux passé l'emporte sur la frange politique actuelle, et qu'ils sortent au monde pour affronter le monde de 2026, 27, 28 avec ce récit-là, sans marché captif, sans ressources naturelles pas chères, sans main-d'œuvre pas chère, ne risque-t-il pas d'avoir un anachronisme et d'être réellement choqué par une réalité, ou alors on ferait l'autruche et on reviendrait chez soi? Bon, ça tombe bien, vous avez Donald Trump qui me donne l'exemple parfait de ce que vous venez de raconter. Excusez-moi, vous venez de décrire ce qui se passe aux États-Unis actuellement. La mainmise de Donald Trump sur les grands musées du Smithsonian Museum, la mainmise sur les universités, l'interdiction de travailler sur la diversité, le féminisme ou le passé colonial, ou la question de l'esclavage, la volonté aussi de se couper avec un certain nombre de pays en imposant une vision blanche du monde. Tout ça, on l'a avec Donald Trump, donc on sait ce que ça donne. En même temps, vous voyez que ça ne marche pas si bien que ça. C'est complexe. C'est complexe d'être un moment en décalage avec le rapport au monde. Pourquoi ? Parce que l'autre, qui n'avait pas le droit de parler à l'époque coloniale, maintenant il parle. Oh, l'indigène parle. C'est une révolution. C'est-à-dire que c'est comme les femmes. Et pendant très longtemps, elles étaient dominées, donc on ne pouvait pas savoir ce qu'elles pensaient, donc on pensait que ça allait bien puisqu'on ne les entendait pas. Maintenant, les femmes parlent. Désolé, le monde a changé. Le monde a changé parce qu'aujourd'hui, il est devenu un rapport de dialectique où l'ex-dominé est devenu un acteur du débat. Ah ben, ça change tout, hein. C'est-à-dire que si tu hurles devant la foule, il y en a d'autres qui répondent. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que le rétablissement de l'ordre ancien n'est pas encore un désir. On le voit très bien chez Trump. Mais il faut le comprendre. Pardonnez-moi de le dire, mais nous aurions tort de ne pas intellectualiser un petit peu la question et l'historiciser. Quand vous avez été dominant, quand vous avez quelque part assuré un magistère, quand vous avez eu un avantage, quel qu'il soit, vous n'avez pas envie de le perdre. Demandez à 10 hommes blancs comme moi de plus de 60 ans, hétérosexuels, qui dirigent des conseils d'administration, ce qui est à peu près la norme du CAC 40, on va faire simple, de perdre leur pouvoir. Alors vous en prenez 10. Si vous leur parlez de parité, il y en a 5 qui s'en vont. Si vous leur parlez de diversité, il y en a un autre qui s'en va. Si vous parlez un peu de diversité des territoires, les régions, les territoires ultramarins, les quartiers
populaire, vous en avez un qui s'en va. Si vous parlez d'handicap, vous en avez un qui s'en va. Et puis si vous parlez de sexualité, il y en a un qui s'en va. Il en reste 1 sur 10. Pourquoi voulez-vous que ces 10 hommes appartenant à des conseils d'administration changent le monde? Vous êtes en train de rêver. Et ceux qui possèdent un avantage n'ont aucunement envie de changer. Enfin, c'est fou. Les gars, on se jette tous de la falaise, il en reste 1 sur le haut. Eh, ça se passe pas comme ça, l'histoire du monde. Il y a des résistances. Parce que ces résistances, si vous avez des discriminés, c'est qu'il y a des discriminants et des gens qui discriminent. Hein. Pardonnez-moi, mais c'est mathématique. Hein. Si je suis discriminé, c'est que quelqu'un me discrimine. Et celui qui discrimine, il sait très bien pourquoi il le fait. Ne croyons pas que c'est « Ah bon, je savais pas que je discriminais ». Tu rigoles ou quoi? T'es sur une autre planète, mon ami. Celui qui discrimine, c'est parfaitement ce qu'il fait. Il défend son avantage. Il défend sa posture. Il défend aussi son rapport à l'histoire et au monde. Désolé de le dire, c'est compliqué d'assumer qu'on a pu avoir tort dans l'histoire. Désolé de le dire, c'est complexe de se regarder avec un regard critique. On a plutôt envie de la gloriole. On a plutôt envie de raconter une grande histoire et d'en être fier. Et l'histoire coloniale, elle est aussi plus complexe. C'est pour ça que je dis souvent que dans l'histoire coloniale, il faut la regarder dans toute sa complexité. Par exemple, il y a eu aussi des acteurs dans les pays concernés, dans les ex-colonies, qui ont été des acteurs de la colonisation. Excusez-moi de le dire, mais Eugesip Legitimus, Blaise Diagne ont été des parties prenantes, Senghor, Césaire du système colonial. Indirectement, ils ont été des hauts fonctionnaires, des ministres, des secrétaires d'État, des députés. Le système est quand même compliqué. L'exposition coloniale de 1931, c'est Blaise Diagne qui l'inaugure en tant que sous-secrétaire d'État aux colonies. Un homme noir. Waouh, que la France est complexe. On a à la fois inventé la diversité dans un système colonial. Et en même temps, les Noirs américains venaient vivre en France parce que c'était le pays de la liberté. On est quand même complexe dans notre histoire. C'est tout ça qu'il faut questionner. Et c'est pour ça que je dis que le temps est venu de le faire. Pour justement retirer cette petite pique qui nous empêche peut-être justement de penser différemment. Mais ça va pas être simple. Hein. Je n'ai aucunement l'utopie d'imaginer que tout ça va bien se passer et va se passer facilement. C'est complexe des fois de regarder son histoire. C'est aussi très important de ne pas faire dessus une forme de caricature de ce qu'a été le passé. Quand des fois j'arrive devant certaines classes d'école ou que je fais des conférences à l'étranger, il peut y avoir une vision très manichéenne de cette histoire. Et des fois, il faut aussi prendre du temps pour l'expliquer dans toute sa complexité. Parce qu'elle n'est pas aussi simple avec, c'est pas le blanc et le noir. C'est pas le bien et le mal. Si c'était ça, ce serait très facile à expliquer. L'histoire coloniale, elle est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, elle s'inscrit sur le temps long. C'est pas la même histoire en fonction des territoires. Elle n'a pas été vécue en fonction des territoires de la même manière. Elle n'a pas créé les mêmes impacts dessus. Et puis, elle recèle encore, dans les pays ex-colonisés, des rapports très complexes avec la France. Tous les ex-pays colonisés n'ont pas le même rapport. Si vous interrogez le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, Madagascar, le Vietnam, c'est pas le même rapport avec l'ex-capitale coloniale. Tout ça, il faut qu'on soit capable de le regarder dans un spectre à 360 degrés, ce qui n'empêche pas les lectures critiques. Ce que je fais sur François Mitterrand, par exemple, c'est de dire à la gauche, avant de donner des leçons aux autres, regardons notre propre histoire. Dans tous ses paradoxes et sa complexité. Vous avez souvent évoqué le projet d'un musée de l'histoire coloniale. Ce projet est d'ailleurs souvent mis sur la table et puis rapidement abandonné. Certains y voient un musée de la honte nationale. D'autres, un outil essentiel de pédagogie et de réconciliation. Selon vous, quel rôle pourrait jouer une telle institution dans la réconciliation? Je ne sais pas si vous avez des enfants déjà. Oui, oui, voilà, vous venez de répondre. Un jour, vous les prendrez par la main et vous leur direz, bon, ce dimanche, ça va être compliqué, mais on va aller ensemble au musée. Surtout que mon fils a un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie et qu'il a un grand-père qui était tirailleur pour la France. Donc un Tunisien tirailleur. Et l'autre, c'était un Rochelais qui est allé combattre en Algérie. Donc, et ces deux mémoires-là, est très difficile d'en parler pour lui. Et donc, comme c'est difficile d'en parler, pour lui, pour vous, l'expliquer, rentrer dans toutes les complexités, vous allez lui dire, tiens, on va aller voir l'histoire de la famille au musée. Vous allez ouvrir la porte du musée et vous allez commencer avec lui à remonter le temps. Le pourquoi. Quand est-ce que ça a commencé? Comment ça s'est passé? Les contradictions de cette histoire. Les moments de grandeur aussi. Les moments de conflit. Monte Cassino, ce qui s'est passé, 14-18, les tranchées, puis des choses beaucoup plus complexes, l'exposition coloniale, le paradoxe, la propagande, la violence, des conquêtes. Par exemple, les enfumades en Algérie, puis la violence des guerres d'indépendance. Vous allez en parler avec d'autres personnes qui seront là, qui, comme vous, visiteront l'expo. Certains seront très asiatiques, d'autres seront très africains, d'autres seront très maghrébins, d'autres seront très antillais, d'autres seront très polynésiens, d'autres seront très kanaks, d'autres seront très bretons, alsaciens, corses. Et ils seront dans le même lieu.
Basque. Basque. Il y a eu beaucoup plus de Corses que de Basques dans l'histoire coloniale française. Et d'un seul coup, vous découvrirez que d'autres papas et mamans parlent à leurs enfants de cette histoire. Et vous découvrez qu'ils sont capables d'en parler. Ça n'empêche pas une petite goutte dans l'œil de temps en temps. Il y a quelques années, en 2012, je faisais une exposition avec Lilian Thuram et Nanette Snob au musée du Quai Branly sur les zoos humains. Cette exposition, elle montrait des choses d'une violence incroyable, comment on a exhibé des Africains, des Indiens, des populations de Polynésie, des populations du Maghreb, orientales, de la terre entière en gros, même les Esquimaux, dans des zoos et des expos coloniales. Et beaucoup de visiteurs étaient là, il fallait 5 heures le samedi et le dimanche quand on faisait la queue pour venir visiter l'expo. Et nous étions très souvent avec Lilian et Nanette à accueillir le public. Et plein de fois, plus à Lilian d'ailleurs qu'à moi et à Nanette, des gens sont venus voir Lilian en lui disant « Merci. Merci d'avoir eu le courage de regarder ces images parce que ça nous oblige à venir avec nos enfants. » Et d'expliquer à nos enfants d'où vient le racisme. D'expliquer à nos enfants comment s'est construite la relation à l'autre, à l'altérité. Parce qu'avec ces documents qui sont sur les murs, c'est pas abstrait. C'est pas abstrait. Et comme ça a existé, que c'est une culture qui s'est fabriquée, ça veut dire qu'on peut la déconstruire. Ça veut dire que nos enfants ne vont pas vivre toute leur vie en pensant que c'est impossible à retirer. Si ça a été construit, ça se déconstruit. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le montrer. Et je pense qu'un musée d'histoire coloniale, c'est d'abord ça. De rendre compréhensible, visible, la complexité de ces récits et ces histoires. Mais c'est un musée pour tout le monde. Pour les enfants de ceux qui ont, ou les petits-enfants, ont eu des grands-parents qui ont fait la guerre d'Algérie, pour ceux qui viennent de Guadeloupe et de Martinique, pour ceux qui ont une histoire issue de l'immigration post-coloniale d'Algérie et de Madagascar, pour ceux qui n'ont aucun rapport avec cette histoire, mais parce que c'est l'histoire de France, pour ceux qui viennent d'autres pays, qui n'ont strictement aucun rapport des deux côtés de l'histoire, mais qui comprennent le rapport à l'altérité, par exemple des migrants d'origine chinoise ou tamoule. C'est aussi une manière pour la France d'expliquer qu'elle est capable de regarder son histoire et de remettre cette histoire à l'endroit dans le grand récit français. C'est aussi de sortir des fantasmes qui peuvent exister sur, par exemple, les réseaux sociaux, où certains des deux côtés, de deux radicalités, manipulent ce passé. C'est aussi une manière de dire aux gens qu'on peut vivre ensemble en comprenant ensemble l'histoire et en l'écrivant ensemble. C'est fondamental d'entendre que toutes les mémoires respirent en même temps. D'ailleurs, on le voit un peu. Regardez la capacité du musée de la Porte Dorée sur l'histoire de l'immigration de pouvoir appréhender des questions depuis une dizaine d'années. Regardez ce qui se passe avec le musée du Quai Branly, qui au départ était un musée d'objets et qui devient un musée de débat et post-colonial. Ça veut dire que notre société, en fait, est beaucoup plus près qu'on ne peut le penser. C'est nos hommes et nos femmes politiques qui n'ont pas le courage politique de le faire. Ce en quoi, en ce moment, beaucoup commencent à en discuter. Une commission parlementaire est en train de se mettre en place à l'Assemblée nationale depuis quelques jours. Là, je vous parle de moins d'une semaine, est en train d'aborder ces questions pour savoir le comment faire. La ville de Paris réfléchit à la création d'un musée d'histoire coloniale. On voit qu'il y a des villes en France, Bordeaux, Marseille, Lyon, qui sont en train de réfléchir à leur mémoire intrinsèque coloniale sur leur territoire. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que la jeune génération est demandeuse de ces enjeux. Quand vous avez des jeunes qui s'engagent en politique, 25, 30, 35 ans, quand ils s'occupent de la délégation de la mémoire, ou la délégation au patrimoine, ou les questions de citoyenneté, ou les quartiers politiques de la ville, ils commencent à parler de ces questions. Qu'on commence à mettre des nouveaux noms sur les plaques de rues et d'avenues, ou d'écoles et de bâtiments scolaires, qu'on fait rentrer de nouvelles personnes dans nos panthéons. Manoukian, Joséphine Baker. Le temps a changé. Le temps a simplement changé, mais il faut des lieux, surtout pour qu'un enseignant explique à une classe dont la diversité des origines peut être incroyable aujourd'hui avec 32 élèves. Avec 32 élèves, vous écrivez l'histoire de France. De pouvoir tous les emmener en même temps dans un musée. Et pouvoir dire à ces élèves, votre histoire n'est pas marginale, elle vient enfin de rentrer au musée. Vous ne faites pas partie d'une sorte de Spoutnik qui n'atterrit jamais sur la Terre. Votre récit est là, comme Jeanne d'Arc est là, comme Louis XIV est là, comme Colbert est là, comme l'histoire de la Commune est là, comme l'histoire du Front populaire est là. Vous rentrez dans une histoire de France. Certes, vous n'y êtes pas rentré par la grande porte. Mais vous y êtes rentré. Et c'est ça qu'il faut faire. Ça sert à ça, un musée. Ça sert justement à construire le passé de demain. Et un musée, certainement, qui aura aussi une dimension culturelle, une forte dimension pan-européenne, d'expliquer aussi les autres empires, les Allemands, les Italiens, les Belges, les Anglais. Un musée aussi pour les touristes. Pour tous ces touristes qui viennent dans le pays des musées. Petit détail, il y a 12 744 musées en France, 27 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Dans le pays des musées, ça fait un peu tâche. C'est aussi une manière de dire à tous ceux qui visitent la France, ça fait partie de notre récit. Ça y est, on a compris. On a conscientisé ça. Oui, ce sera compliqué de le bâtir. Oui, ce sera compliqué d'arriver à monter des expos dedans. Mais cette complexité-là, elle n'est rien face à l'impact tectonique du silence, de la frustration et des conflits identitaires. Je préfère, quelque part, prendre le risque de savoir comment faire, comment avancer, comment le bâtir, comment le construire. Et j'ai entendu, moi j'en suis à mon 7e président de la République qui m'explique que c'est pas possible, donc je suis rodé.
Je suis... Et à chaque fois, les raisons, elles leur semblent très bonnes. Oui, ça va être compliqué. Ah, ça paraît impossible. L'opinion publique n'est pas prête. Les opinions sont quand même divergentes sur la question. Bah, c'est quand les opinions sont divergentes sur la question qu'il faut faire des musées. C'est quand l'opinion publique n'est pas prête qu'il faut peut-être le faire pour justement aller vers l'avant. C'est peut-être temps d'arrêter de prendre des prétextes d'hier, du silence, pour justement bâtir quelque chose qui nous permet ensemble de sortir des conflits identitaires. Je me rappelle d'un vieux ministre de l'Éducation nationale, qui est toujours d'ailleurs un ministre actif, qui m'avait un jour expliqué que cette histoire, il fallait mieux la mettre sous le boisseau parce qu'on n'allait quand même pas raconter à ces enfants de France ce qu'on avait fait à leurs grands-parents. Ça risquait de faire brûler des voitures dans les quartiers populaires. En même temps, je lui avais répondu qu'on n'attendait pas de faire des musées pour brûler des voitures dans les quartiers populaires. Donc, ça vaut peut-être la peine de se poser la question aujourd'hui un peu différemment. Et justement de concevoir que... Et un musée, c'est pas seulement un musée. Hein. Quand vous faites rentrer l'histoire au musée, c'est que d'un seul coup, vous êtes prêt à penser l'éducation nationale sur ses enjeux, à penser le domaine de la culture, à penser des grandes expositions, à faire que ce sujet, d'un seul coup, rentre dans la normalisation du rapport à la mémoire. La preuve, désolé, on l'a fait sur d'autres questions. Nous ne parlons plus de la même manière de la Shoah et de Vichy depuis qu'il y a des institutions culturelles dans ce pays qui en parlent. Le travail continue, il ne s'arrête jamais. Mais au moins, maintenant, il y a des institutions publiques où vous pouvez emmener les élèves, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez travailler avec ces musées ou avec ces mémoriaux, vous pouvez justement irriguer le savoir. Et vous savez qu'il faut recommencer à chaque génération. Si on n'accompagne pas les professeurs sur ces enjeux, la question coloniale deviendra certainement un des territoires de conflits identitaires, l'un des plus violents qui peut exister à travers les jeunes générations. Vous avez parlé de courage politique. Est-ce que vous pouvez formuler une recommandation que vous pouvez donner à la classe politique s'ils appliqueraient demain, pousseraient ce dossier un peu en avant? Comme je pense qu'il faut toujours être de la démonstration par la preuve, je conseille d'abord à des élus locaux, dans les grandes villes de France, à faire déjà le travail chez eux. C'est très facile de dire à l'État de faire quand soi-même on ne fait pas. Alors je vais être très direct avec vous. Hein. Il y a des traces coloniales à peu près dans toutes les plus grandes villes françaises. À La Rochelle, à Nantes, à Bordeaux, à Rennes, à Marseille, à Lyon, à Lille, à Roubaix, au Metz, à Angers. Toutes les villes que je vous cite ont eu des expos coloniales. Vous vous en rendez compte? Vous ne le savez pas. Alors Paris, j'en parle même pas. Hein. Paris, c'était la capitale coloniale pendant 50 ans avec, quasi tous les 5 ans, une grande exposition. Déjà faire le travail sur les territoires. Pourquoi? Parce que vous parlez de proximité. Parce que vous parlez aux gens de ce qu'il y a dans leur bâtiment. Tel bâtiment où il y a l'école coloniale, la grande mosquée, le droit de l'expo coloniale, le palais de la Porte Dorée. Les choses sont encore là. Les traces sont toujours là. Les noms dans les villes sont encore là. Rien n'a bougé. La place publique, là encore. Si vous allez dans le moindre petit village, il y a encore des monuments coloniaux dans les petits villages de France. Hein. Déjà, faire le travail dans la proximité. Pourquoi? Parce que c'est là que, quelque part, la prise de conscience commence. C'est là de comprendre que sa ville, son territoire, a eu ce rapport à l'ailleurs. Et que ce rapport ne s'est pas encore effacé. Et là, vous pourrez après dire à l'État, il va falloir aller plus loin. Si vous ne commencez pas chez vous, c'est trop facile. Ma première recommandation, c'est celle-là. Et on le voit qu'il commence à y avoir une génération de maires aujourd'hui, beaucoup plus jeunes, sous l'influence souvent de leur conseil de citoyens ou du conseil municipal ou de l'équipe qui est en place, qui commencent, tant bien que mal, à appréhender ces questions. Avec difficulté parce qu'ils ne savent pas comment faire en fait. Sortir du silence, c'est super complexe. Mais en fin de compte, il faut regarder autour de soi. Regardez comment la ville de Paris, par exemple, a travaillé l'avenue Bugeaud et la décision qui a été prise. Ben voilà, c'est des exemples comme ça, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin parce qu'à un moment, il faut déjà que les gens comprennent que dans leur proximité, l'endroit où ils vivent, ces traces sont toujours là, elles sont toujours vives. Elles sont omniprésentes, en fait. Et que le travail commence par ça. Et on l'a très, très bien fait sur les lieux de mémoire. On sait l'importance des lieux de mémoire. On connaît l'importance de travailler. Très souvent, je suis au jardin d'acclimatation de Paris, dans le 16e arrondissement, dans le bois de Boulogne, qui reçoit peut-être 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million d'enfants par an, pour se divertir. Et on s'était énormément battu avec la ville de Paris il y a quelques années, pour inaugurer une plaque, pour quand même rappeler que là-bas, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'exhibitions de zoos humains au 19e, au 20e siècle dans la capitale. Ça ne veut pas dire que ça doit être omniprésent au point d'empêcher les enfants de s'amuser dans l'espace, mais qu'il n'est pas possible de s'amuser dans l'espace sans rappeler ce qui s'est passé avant. Parce qu'au même endroit, un siècle plus tôt, on exhibait des hommes et des femmes et des enfants. C'est très important. C'est comme ça que vous construisez la mémoire. Vous le savez comme moi, on a su très bien le faire par rapport à d'autres événements de l'histoire de France. Rappeler qu'un lieu de mémoire, ça se respecte. De rappeler qu'un endroit, il a pu se passer un événement important. Pourquoi on met des plaques sur les bâtiments, à votre avis? C'est pour qu'on se rappelle. Pourquoi on fait rentrer des gens au Panthéon? C'est pour qu'on se rappelle. Pourquoi on donne un nom de rue? C'est pour qu'on se rappelle. Et pourquoi on doit se rappeler?
On doit se rappeler parce qu'on doit savoir d'où on vient. Si vous oubliez les petits cailloux que vous avez semés pendant des siècles de qui vous êtes, vous allez nulle part et vous perdez. Parfois, dans des familles, ce qui est plus dangereux, c'est plus le non-dit que le dit. Je pense fondamentalement, et on le sait au niveau des traumatismes, par exemple, quand il y a eu des violences sexuelles, quand il y a eu des abandons, quand il y a eu des sales affaires de famille dont personne n'a voulu parler. Et on sait que le jour où ça éclate, généralement, c'est tectonique. Et on le sent. Mais bien sûr, mais tout le monde le vit avec, vous rigolez ou quoi? Tout le monde sait ce qui s'est passé. Vous savez, un jour, avec quelques camarades, on est en train de faire une conférence, je ne sais plus comment le débat arrive à ça, et on te pose pour bien comprendre la question, les enfants, on leur dit, on est dans une classe de collégiens, qui voudrait vivre la vie d'un indigène? Il n'y en a pas un seul qui a levé un doigt. Hein. Ils avaient tous compris ce que c'était. Hein. Le travail forcé, l'absence de droit. Donc tout le monde est conscient. Hein. Vous ne croyez pas qu'on parle d'un truc dont les gens n'ont pas conscience? Tout le monde a conscience, mais il faut mieux pas en parler. Donc on parle de quelque chose là qui est intéressant à voir. C'est-à-dire qu'il faut des clés de décodage maintenant et qu'en fait, je pense, notre société est tout simplement prête à le faire. Il faut juste pousser un peu nos hommes et nos femmes politiques à l'appréhender avec courage. Afin de conclure, quel message d'espoir ou de vigilance souhaitez-vous transmettre à nos auditeurs pour les aider à se positionner face aux instrumentalisations politiques du passé colonial et à contribuer à leur échelle à cette réconciliation qui tarde? Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont nos enfants. C'est à nous d'être maintenant. Nous avons tous les outils. Faut pas rêver. Il manque encore le musée, mais on va aller chez nos voisins. Allez en Belgique. Il y a un très très beau musée à Tervuren qui vient d'ouvrir et qui regarde le passé colonial avec grande justesse. Allez voir les autres musées européens. Regardez les romans. Lisez du Slimani. Lisez des auteurs comme Génie. Allez voir des films. Et il y en a de plus en plus ou des séries. Prenez des livres, des manuels scolaires avec vos enfants et commentez les choses quand vous faites la leçon. Prenez le temps de regarder les bâtiments publics dans l'espace public français ou les noms des rues. Nous sommes les meilleurs, souvent, guides de nos enfants pour les éveiller sur ces questions. Ça ne veut pas dire que ce sujet doit être omniprésent. L'histoire de France n'est pas constituée que de ça. C'est aussi très important à dire. Il faut leur expliquer que cette histoire a sa place, sa juste place, sans non plus cannibaliser tout le reste. Par contre, quand il se passe des événements comme actuellement en Nouvelle-Calédonie, il faut les expliquer. À travers le prisme du passé colonial. Quand il se passe ces relations complexes, France, Maroc, Algérie, il faut les expliquer au regard de cette histoire coloniale. Quand là, on voit le retour, par exemple, du crâne d'un roi malgache qui va être rendu le lundi 14 avril à son pays après 1 siècle et demi d'attente, il faut l'expliquer à ses enfants. Il faut l'expliquer parce que sinon, il va leur manquer des clés de décodage du présent. Et je pense que la première chose, le meilleur conseil que je peux leur dire, c'est que nous avons cette chance incroyable de pouvoir le faire. Parce que nous sommes conscientisés, nous avons les outils pour le faire, et en plus, quand on trouve qu'il n'y en a pas assez, on peut nous aller voir nos hommes et nos femmes politiques pour qui on vote, et leur rappeler que c'est peut-être une question importante pour la génération de demain. Donc moi, en fin de compte, je suis extrêmement positif. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, c'était un non-dit. Ça n'existait pas. C'était un non-sujet. Un non-sujet, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une nostalgie de l'écriture qui dominait. Au contraire. Personne venait contester l'idée dominante dans la société française que, en fait, tout ça, c'était des ponts, des routes et des écoles que la France, sympathiquement, avait été construite au bout du monde. Alors, je rappelle qu'on peut construire des ponts, des routes et des écoles sans coloniser un pays. Et donc, tout ça, maintenant, on peut enfin le dire. Et donc, je suis, en fin de compte, extrêmement positif. Parce que maintenant, ce débat, il est possible. Il est audible. Et d'une certaine manière, il devient de plus en plus politique. Donc moi, je positive sur cet enjeu. Je positive aussi en voyant cette nouvelle génération de chercheurs qui arrive aujourd'hui. Et les sujets qu'ils choisissent. Ça y est. Ils ne sont plus comme nous, on était des défricheurs, en fin de compte, d'une époque où c'était très complexe de travailler sur ces questions. Moi, la plupart de ma génération a dû aller faire des études et après, surtout, des postes à l'étranger. Travaillant sur le colonialisme français. Un petit sujet paradoxal, mais ils sont à Johannesburg, à Los Angeles, à New York, à Chicago, à Lausanne ou à Bruxelles. C'est plus le cas. Cette génération maintenant arrive dans nos universités, dans nos laboratoires de recherche. Elle arrive en plus avec un dynamisme incroyable, avec des sujets qui auraient fait exploser l'université en France il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que ça y est, ils les ont compris et qu'ils savent que cette histoire est importante. Donc moi, je suis un éternel optimiste là-dessus. Quand je vois, je me demande. Par contre, il ne faut pas baisser les bras. On le voit bien avec les États-Unis, avec le retour en arrière qui arrive en ce moment dans les universités, dans les musées. La partie n'est pas du tout gagnée. Il y a encore du travail. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous aimeriez répondre? Non, peut-être... Si, il y en a une qui m'amuse, parce qu'on l'a posée hier soir. On inaugurait le Salon du Livre au Grand Palais. Mhm. Et une jeune femme qui venait dédicacer le livre sur François Mitterrand me dit « Mais pourquoi un homme de gauche écrit un livre sur un homme de gauche, François Mitterrand et l'Empire ?»
Et donc j'étais très embêté parce que je ne m'attendais pas du tout à la question et je lui ai dit peut-être parce que quand François Mitterrand, à cette époque-là, était un colonial, la question d'être de gauche et d'être un colonisateur ne se posait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un paradoxe et à l'époque, c'était une norme. Elle m'a regardé, elle m'a dit oh. Je lui ai dit madame, je pense que vous allez découvrir que l'histoire de France, des fois, est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Et justement, c'est la première question que vous avez posée, ce rapport à la gauche, à son passé colonial, est quelque chose qui est encore à découvrir dans ce pays parce que vous l'avez dit, vous l'avez tout à l'heure demandé que c'est quand même la gauche qui, en grande partie, sous le début de la Troisième République, a colonisé. Et en fait, beaucoup sont en train de découvrir ce paradoxe incroyable de notre histoire. Cette dame est repartie avec son livre et je pense avec un questionnement. Et elle m'a aussi très bien questionné dessus. Elle m'a dit, mais et c'est vous qui le faites? Je dis oui, je pense que c'est important justement de regarder, de se regarder aussi dans ses propres récits et ses propres mythes et de savoir, pas se critiquer, mais savoir chercher en nous des fois des parts insondables, complexes et de regarder François Mitterrand. Moi, je suis de la génération qui a connu 81. Vous voyez que je suis un très très vieil historien. Hein. Et je pense que c'est très important d'écrire dessus parce que 30 ans après le départ de Mitterrand du pouvoir, ben, on est rentré dans le temps de l'histoire. Et il est temps d'être critique. Si les personnes qui nous écoutent devaient garder un mot en tête de notre échange, ça serait quoi? Que nous sommes rentrés dans un temps positif. Pascal Blanchard, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci. Merci.